Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Ok, je m'étais ennuyé de mon ami Pat Côté. Yes! Comment vas-tu, man? Très bien. Welcome Yes. back. Merci d'être là, de retour dans la cage après une pause bien méritée qui a fait du bien quand même, en tout cas de mon côté. Je suis vraiment parti en vacances, j'ai décroché, donc une pause de 6 semaines du podcast. Toi, Pat, Ouais. tu as continué à travailler parce que Toujours les mêmes. on n'a pas trop choisi un bon moment pour prendre une pause. Il n'y a jamais de bon moment parce qu'il n'y a pas de saison morte en arts martiaux mix, mais on a vraiment choisi une période où il y a eu des combats et des gros galas à toutes les semaines. Exact. 9 semaines en ligne. On a eu un bon stretch, mais ça a été plaisant pareil. Donc, toi, t'es tout regardé. Moi, j'ai pris une petite pause, je te l'avoue. J'ai fait un peu de rattrapage dans les derniers jours également. Donc, mais grosse émission aujourd'hui pour vous, gros épisode, parce que vous le savez que samedi passé, c'était l'UFC 241. Sur papier, selon plusieurs, et j'en suis la plus belle carte de l'année, ou en tout cas Ouais, une ça a des été- belles. on l'attendait On aussi. l'attendait. Et je veux juste faire une petite parenthèse là-dessus. Là. Tu disais que tu as fait du rattrapage, Ouais. tu les as pas tout écouté, et avec raison, mais maintenant, là, il y a du monde qui nous ont suivis pendant les 9 dernières semaines, là, à tous les jours, à tous les samedis. Et nous, on a le hashtag UFC RDS, Ouais. que le monde peuvent nous parler en direct pendant les événements sur Twitter. Et à toutes les semaines, il y avait du monde qui revenait, des fans vraiment ardus, là, Ouais, sérieusement. Le Et je noyau veux- dur, là. Et, Ouais. ouais. Et je veux les saluer aujourd'hui parce que sont vraiment là, c'est vraiment plaisant. Puis on essaie de répondre vraiment en direct, instantané. On répond aussi pas seulement avec sur l'ordinateur, mais live en direct. Durant la Ça, c'est télédiffusion, vraiment hein. cool parce qu'on a un contact direct avec les fans qui nous regardent. Donc, je les salue aujourd'hui. Là, à tous les gars-là, on a sur le hashtag UFC RDS. Vous pouvez nous parler en direct pendant l'événement. Et continuez de nous écrire, continuez de le faire durant les émissions. Et ceux qui nous écoutent présentement, continuez de nous écrire sur nos médias sociaux respectifs. Vous voyez à l'écran, ceux qui nous écoutent sur YouTube, nos adresses Instagram. On est sur Twitter également, Facebook, donc on est facile à trouver. Ouais. On adore ça, avoir certains de vos commentaires. Si vous avez des questions, des suggestions même pour le podcast, ça nous fait toujours plaisir de vous parler. Donc, cette émission-là aujourd'hui, on va se dépêcher parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut absolument revenir sur l'UFC 241, des gros combats. On va essayer de revenir sur l'été aussi en rafale avec toi, Pat, parce que, Ouais. je le disais, on a pris une pause de 6 semaines, donc peut-être qu'est-ce qui s'est passé dans les 6 dernières semaines, les gros combats qui ont eu lieu, des Québécois qui ont été en action également, et ça a fait tomber beaucoup de dominos. Là. Donc, pour la suite des choses, les combats qui ont eu lieu, ça va vraiment définir ce qui va se passer à l'automne et à l'hiver prochain. Ouais. Donc, commençons tout de suite, si tu le veux bien, avec ce qui s'est passé du côté d'Anaheim ce samedi. En grande finale de l'UFC 241, Stipe Miocic qui a récupéré sa ceinture Wow. des poids lourds contre Daniel D.C. Cormier. Il était content. Il l'a attendu longtemps. Ouais. Il a été patient. Et on pouvait sentir le soulagement là, quand il a gagné ce combat-là. Au 4e round, il a vraiment surpris Daniel Cormier. C'est la beauté des arts martiaux mixtes, être capable de s'ajuster au bon moment, dans la bonne partie du combat. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Puis Daniel Cormier, on sait, là, a passé Derek Lewis avant d'avoir donné un combat de revanche à Stipe Miocic. Stipe Miocic, on va te dire, là, en bon québécois, il l'avait dans... Vraiment, là, ça était Il l'a vraiment- mal pris, ouais. Ah, il l'a mal pris, puis avec raison. On s'entend, Miocic, c'est le seul poids lourd de l'histoire à avoir défendu son titre à 3 reprises avec succès. Et à place de lui donner un combat revanche immédiatement, eh bien, on lui donne Derek Lewis. Je comprends que Derek Lewis, c'est un bon vendeur, il est comique, mais il est pas bon. Tu sais, je veux dire, il y a une bonne droite, puis c'est pas mal tout ça Ouais, qu'il y a. il est beaucoup OK? moins complet, moins de calibre que des gars comme Il est pas Miocic bon. et Daniel Il est Cormier. pas- je vais le dire. Ici, là, c'est ce qui est le fun dans ce podcast-là. Là, on a un peu plus de liberté. Mais on va le dire, Derek Lewis, il est pas bon. Ben, moi, je peux pas OK? dire ça. J'ai jamais mis les pieds dans un octogone. Non, mais il Je frappe peux pas fort, le c'est un juger. gros bonhomme. Puis les poids lourds, tu sais, c'est souvent, t'as Ouais. juste besoin de donner une... Mais tu parles de combattant d'arts martiaux mix, il est à des 1000 et des 1000 à la ronde d'être du calibre de l'UFC, mais c'est un personnage, puis il vend, puis c'est correct, c'est comme ça, puis le sport est rendu là.
Mais je comprends que Stipe Miocic, de s'avoir fait bypasser par Derek Lewis, de l'avoir mal pris. Je l'aurais mal pris, moi aussi, là, je te le confirme. Puis il s'est bien ajusté, justement, dans ce combat-là. Parce que c'est ça, il perdait les 3 premiers rounds. Et de loin, le Daniel Cormier... Les 2 premiers, sûr et certain, il s'est fait complètement dominer. Ouais. Le 3e, ça a été un petit peu moins pire. Mais au 4e, là... et on entendait les hommes de coin de Daniel Cormier lui parler, puis on dirait que Cormier était un peu au-dessus de ses affaires. Il n'écoutait pas tant que ça. Et le 4e round, il a commencé, puis il est resté sur place. Il a comme gelé sur place. Puis Miocic, il a eu l'espace pour travailler. L'ajustement à travailler au corps, c'est de toute beauté. À un moment donné, il a vu que ça passait. Ça passe. À un moment donné, les coups au corps... C'est pas des KO instantanés, c'est du travail à long terme. Ça fait mal, puis à un moment donné, bang, tu te pognes en bonne place, puis c'est ça qui arrive. Et ça va faire baisser la garde de ton adversaire, parce qu'il va vouloir se protéger contre les coups au corps. Exact. Donc, ça va ouvrir le visage. C'est exactement ce qui est arrivé au 4e round de ce combat-là. DC Cormier l'a dit, là, il dit le plus décevant de cette défaite-là, c'est d'avoir laissé tomber mes hommes de coin, mes entraîneurs. Le plan de match, c'était de lutter. Au premier round, il a eu du succès avec sa lutte. Il a réussi à amener Miocic au sol, a contrôlé une partie du premier round en position dominante. Il touchait beaucoup avec ses mains aussi. Mais il avait du succès avec sa boxe. Il l'a dit en conférence de presse par la suite. Il dit, tu tombes un peu en amour avec la boxe quand tu te rends compte que ça touche la cible. Il faut rappeler que dans leur premier duel, il lui avait passé le KO contre toute attente à Stipe Miocic. Et peut-être qu'il s'est dit, c'était spectaculaire. On aurait vu ces images-là beaucoup. Peut-être que Daniel Cormier s'est dit, je vais être capable de répéter ça, même si le plan de match était de lutter. C'est drôle, hein? Et puis par la suite, il dit, j'ai laissé tomber mes coachs. Tu le dis, dans le coin, lutte avec lui, amène-le au sol. T'es meilleur que lui en lutte. Il n'a jamais fait ça, il est resté debout devant lui. Puis il l'a dit que c'était sa plus grande déception de ce combat-là. Il n'avait pas écouté ses hommes de coin. Puis c'est drôle, hein, parce que on ne penserait jamais ça d'un gars comme Daniel Cormier qui a tellement d'expérience, 2 fois olympien, une fois qu'il a fini au pied du podium en 4e position. Il a compétitionné en haut niveau toute sa vie, toute sa carrière, invaincu en 15 combats chez les poids lourds. Et manque d'expérience, on dirait, une erreur d'expérience ou une erreur de... je ne veux pas dire d'expérience, c'est pas l'expression que je cherche, mais il s'est laissé emporter par le mouvement, par l'émotion, que ça allait bien, puis il a laissé tomber le plan de match. Exact. Ça peut arriver à n'importe qui, et on a vraiment la preuve avec Daniel Cormier. Et là, la grosse question, c'est à savoir est-ce que c'était le dernier combat de Daniel Cormier? Je sais pas il n'a pas donné sa réponse. Là. Il a dit, je vais vraiment prendre le temps de réfléchir. Il avait déjà dit qu'à 40 ans, la journée de son 40e anniversaire, il voulait prendre sa retraite. Il a dépassé un petit peu son échéance. Là. Il a 40 ans maintenant. Penses-tu que c'est la fin de DC? Je sais pas. Écoute, c'est sûr que le money fight qu'il aurait voulu avoir, c'est contre Brock Lesnar. Là, maintenant, money fight, on parle Brock Lesnar contre John Jones qui montrait chez les poids lourds. Si Daniel Cormier revient, est-ce qu'on va faire une trilogie avec Miocic? Ça n'a pas l'air à t'allumer, toi non plus. En fait, t'as raison, pas tant que ça. Je sais. C'est ça. Puis, tu sais, si on n'a pas donné une revanche immédiate à Miocic la dernière fois, est-ce qu'on va faire attendre? Est-ce qu'on va faire attendre Cormier aussi? Puis combien de temps il peut attendre? Je pense pas non plus. Jamais. Si Daniel Cormier veut un combat revanche, on va lui donner tout de suite. Je pense que oui aussi. Il l'a c'est mérité, pas la même chose. Ça a été mais la seule affaire que je suis content là-dedans, c'est que, as-tu vu les payes? Les payes. Miocic a fait 750 000 pour ce combat-là. Puis il a été intelligent, Miocic. En même temps, c'est joué avec le feu, mais son dernier combat sur son contrat, c'est son combat de championnat du monde. Et il est devenu champion agent libre. Money! Fait que lui, là, il a négocié en étant champion. Hey, là, il fait dire de quoi? Ça c'est risqué. Brillant, ouais. Mais si ça marche bien, c'est payant maudit. Puis Cormier, combien? 500 000, mais Cormier a beaucoup plus de pourcentage de pay-per-view que Miocic, ça, c'est sûr. Donc, c'est de très bonnes payes. Ben oui. Dans l'UFC, j'ai vu un journaliste qui suit la boxe comparer ça à ce qui se passe en boxe, puis il a dit Anthony Joshua a fait 30 millions à son dernier combat contre Andy Ruiz. Et Andy Ruiz, qui était un journeyman, comme on appelle dans le jargon, qui a battu contre toute attente Anthony Joshua, mais a fait quand même 4 millions pour un gars qui n'était pas du tout connu. Donc, c'est là quand même le jour et la nuit. Là. Donc, on peut se réjouir du fait qu'on est rendu près du $1 million pour des gars comme Miocic, Cormier. Mais je pense qu'on a encore... C'est des poids lourds en plus. C'est supposé être les plus payés. On a encore du chemin à faire si on veut se comparer à la boxe. Tu as tout à fait raison sur les combattants qui sont dans les événements principaux. Mais quand tu regardes ceux qui sont en sous-carte,
Va voir ceux qui sont battus en sous-carte de Joshua puis de l'autre qui a gagné. Là. Andy Ruiz, ouais. Et m'a dit de quoi? Ça va être pas haut. Probablement que tu as raison, c'est ça. Peut-être que sur l'ensemble de la carte, c'est peut-être mieux mais réparti. ça, c'est sûr et certain. Tu verras jamais... En tout cas... Ben, Conor McGregor peut faire plusieurs millions. J'imagine qu'il l'a fait dans les plus de 10 millions là, quand il contre Nick Diaz. Pour un combat... Écoute, je sais pas. Faudrait qu'il ait fait 2 millions, 3 millions de bourses. Là, tu regardes, il faudrait quasiment qu'il fasse 10 piastres du pay-per-view vendu. Hey, c'est beaucoup, ça. Là. S'il était capable d'aller chercher ça, hey, good for him, sérieusement. Ça, c'est vraiment un exploit de management. Donc, avenir de Daniel DC Cormier, qui est en suspens pour l'instant. Stipe Miocic, lui... avant de passer à Stipe Miocic, finissons sur Daniel Cormier parce que pas le choix de parler de son héritage et puis les hommages affluaient, là, notamment Max Holloway, je sais pas si tu as vu ce qu'il a écrit sur Instagram, il dit Daniel Cormier a été un modèle incroyable pour une génération complète de combattants et la génération présentement, on sait que Daniel Cormier est entraîneur-chef au secondaire de son équipe de lutte, refuse d'être payé pour ça, donne son cachet à ses assistants entraîneurs, refuse toujours poli devant les médias, très posé, très instruit également. C'est drôle, hein? Il est mal aimé. Toutes les fois qu'il se présente pour un combat, il se fait huer. On dirait qu'on aime haïr Daniel Cormier, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, puis moi, je vous le dis, il n'y a aucune raison d'haïr ce gars-là. Le gars a été double champion aussi. Donc, son héritage, s'il prend sa retraite, tu n'as pas le choix de parler de lui comme d'un modèle incroyable. On a Georges Saint-Pierre en tête qui a toujours été un modèle aussi dans toutes les sphères de sa vie, mais Daniel Cormier s'approche de ça drôlement. Sérieux, je sais pas. Je suis pas capable de mettre le doigt dessus pourquoi qui a été si mal. Là, c'est un petit peu moins pire, mais quand même, encore une fois, c'est un mal-aimé. Puis c'est pas un gars qui fait beaucoup de trash talk. Il en a fait avec John Jones, mais c'est tout. Puis John Jones, lui, c'est un déchet. Puis le monde, il l'aime, il l'acclame. Tu comprends? Je te parle de personne. Je te parle pas d'athlète. Hey, tu sais, des fois, c'est juste... Je sais pas, on aime haïr quelqu'un. C'est comme un peu Patrice Brisebois quand il joue au Canadien. Ici, le monde le huait, mais il trouvait ça drôle. Mais tu sais, c'est pas si drôle que ça là, quand c'est à toi, ça arrive. C'est sûr que Daniel Cormier a quand même un bon mental, il a un bel héritage, mais c'est sûr qu'il faut le mettre au piédestal. Tu l'as dit, qu'est-ce qu'il fait présentement pour la communauté. Il redonne à la communauté. Le gars a été 2 fois aux Olympiques, a été capitaine de l'équipe américaine aussi aux Olympiques en 2008. Écoute, à un moment donné, là, tu sais... Parce que pour rendre ce sport-là grand public, c'est un sport violent, c'est pas accessible à tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas ça encore aujourd'hui, avec raison, mais avec des modèles comme ça, je pense que c'est bon là, pour justement là, que le grand public découvre un petit peu... découvre ce sport-là, découvre la beauté de ce sport-là. La meilleure exemple, c'est que ESPN, ils ont donné son propre show. Son propre show, là, bientôt, va commencer, puis je suis sûr et certain ça va être extraordinaire. Et là, son futur, je sais pas, parce que tant que tu restes invaincu, tu as toujours une petite motivation de revenir. Là, il a perdu, première fois chez les poids lourds, rendu plus vieux. Il n'y a plus rien à prouver. Le corps fait mal, plus rien à prouver. C'est ça. Il y a une belle carrière dans les médias qui l'attend aussi. Ben oui, il s'exprime bien, puis il est bon. Il est super bon comme descripteur, comme un gars en avant de la télé. Il est vraiment bon. Donc, je sais pas. Je pense que c'est terminé. S'il revient, je sais pas contre qui va revenir. S'il revient, on va faire... Miocic ou John Jones. Exact. C'est pas mal les deux seuls. J'ai pas le goût de voir une trilogie contre John Jones. Il l'a pété 2 fois. Puis contre Miocic... Que ça serait différent chez les poids lourds si Jones monte de... Non. Bref, à suivre pour DC Cormier. Pour ce qui est de Stipe Miocic, qui sera son prochain adversaire, est-ce que ce sera Francis Ngannou? Est-ce que ce sera John Jones s'il décide de monter? Si John Jones décide de monter chez les poids lourds, est-ce qu'on veut lui donner immédiatement un combat de championnat? À suivre. Je veux surtout parler du nouveau classement livre pour livre qui est sorti parce que Stipe Miocic, je ne sais pas si tu as vu, mais c'est sorti ce matin, je pense. Stipe Miocic a fait un bond de géant. Il est maintenant rendu 4e
et c'est John Jones qui est premier. Et on a été très dur envers Daniel D.C. Cormier, qui était le champion livre pour livre, classé numéro 1. Il est maintenant 7e. C'est une défaite. Ah, man. Le gars était double champion. À même pareille date l'an passé, était double champion. Une défaite. Merci, bonsoir, c'est terminé. Tu sais, le classement des meilleurs combattants livre pour livre, il n'y a rien de plus fauné que ça parce que c'est une opinion personnelle. Surtout les personnes qui votent, là, c'est très, très, très... Ouais, les exact. classements de l'UFC sont controversés. On ne sait pas trop c'est qui... C'est ça. Des classements de catégorie de poids, ben tu te fies aux victoires. Tu te fies... tu sais, à un moment donné, c'est un petit peu plus facile de déterminer qui est premier et qui est 10e. Mais classement livre pour livre, c'est tous des champions, des choses comme ça. À un moment donné, ça vient un peu un choix personnel. Puis il ne faut pas trop que tu t'en fasses avec ça, là, les classements, là, parce que de un, tu l'as dit, qui vote pour ces classements-là, aucune idée. Moi, je connais, il y a des journalistes, mais j'en connais aucun. Non, mais c'est ça, je te dis. On sait c'est qui, mais on sait pas c'est qui. C'est ça. Puis après ça, on s'entend que l'UFC, ils ne regarderaient pas vraiment ça. Quand c'est le temps de faire des combats d'importance, des combats payants, ils vont prendre ceux-là qu'ils veulent, puis peu importe les classements. Ils vont regarder l'argent au bout de la ligne et non pas les classements. Juste pour vous donner une idée, là, c'est John Jones, numéro 1. Je n'ai pas de problème avec ça. Habib Nurmagomedov, numéro 2. Henry Cejudo, numéro 3. Stipe Miocic, numéro 4, qui a fait un bond de 7 places. Amanda Nunes, numéro 5. On pourrait faire l'argument que Nunes pourrait être plus haute, elle qui détient 2 ceintures aussi. Nunes pourrait être la première. Pourrait être la première, c'est ça. Ou 100%. Dans le top 3, assurément. Max Holloway, 6e. Daniel Cormier, 7e. Bref, je vous épargne toute la liste, mais c'est sorti ce matin. Il faut parler de Nate Diaz contre Showtime Pettis. Retour réussi pour Nate Diaz et réussi haut la main. Ça a été le Nate Diaz qu'on a connu. Il est parfait. Il est parfait. Ah, il est parfait. Il est parfait. Ah, il est parfait. Il change pas. Il est pareil du début à la fin. Il n'a jamais changé. Il est parfait, man. Tu parles de Diaz. Tu parles du combattant, de ce qu'il offre au niveau sportif ou du total package? Là? Ouais. Tout. Okay. Tout. C'est pas un personnage, c'est Nate Diaz. Ouais, c'est vrai. Je le connais un peu personnellement parce que j'ai fait une couple d'affaires avec des commanditaires avec lui. Il est pareil. Puis il est funny, il est drôle, il est don't give a shit. Pour vrai, il est juste whatever. Puis c'est un gars qui prend ça vraiment au sérieux, mais il n'a pas de l'air de prendre ça au sérieux, mais tu peux pas le détester à 100%, Nate Diaz. Tu peux être contre un peu ce qu'il dit ou un peu si t'es contre anti-drogue ou des affaires de même. C'est correct. Mais tu vas l'écouter puis tu vas être captivé par ce gars-là. Il y a ce don-là, puis il essaye même pas. C'est juste qu'il y a comme ça autour de lui. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Je comprends ce que tu veux dire. Sérieux, je connais pas personne qui aime pas les... Ben, plus Nick, il y en a beaucoup plus qui l'aiment pas, mais Nate, je connais pas grand monde qui aime pas Nate. Là. Non, c'est vrai. Il est plus divertissant que son frère. Mais au niveau, en tout cas, ce qu'il a offert cette fin de semaine, au niveau de la boxe, c'était fascinant. Il travaillait en volume, là. Et Showtime Pettis n'a jamais été capable de s'ajuster ou de prendre ses aises. Et puis, a été dominé. Et c'est ça, après 3 ans, c'est ça qui est... Et puis là, on parle de Masvidal. Je pense que tout le monde veut voir ça. N'importe qui contre Diaz. Sérieusement. Et c'est écœurant. Quand on lui a demandé Covington... il ne savait pas c'est qui. Il est parfait. Puis, sérieusement, je le crois. Vrai? Ah ouais? Je le crois. C'est pas des gars qui regardent les combats, eux autres. Là. Non, ils regardent pas les UFC, eux autres. Ils regardent pas les combats. Ils font leurs affaires. Ils s'entraînent de faire des triathlons. Ils font du jiu-jitsu. Eux autres, c'est des gars de jiu-jitsu. Ils regardent jamais l'UFC. Puis il y en a beaucoup de combattants au UFC qui regardent pas les UFC. Il y en a pas mal plus que tu penses. Puis moi, je l'ai appris à travers les années que moi, j'avais pas le choix. Je travaillais là-dedans quand j'étais compétiteur. Puis je parlais de ça avec les autres combattants. Puis moi, je regarde jamais les shows. Je regarde jamais des UFC. Je connais pas même pas la moitié du monde qui sont dans ma catégorie de poids. OK. Puis moi, je suis comme impressionné de ça, mais c'est juste parce que moi, j'avais pas le choix. Tu connaissais tout. Hein? Mais je suis pas surpris du tout que Diaz sache pas en tout c'est qui Covington. Pas en tout. Puis je pense pas que c'était une joke. Je pense que c'était vrai. OK. Ouais. Est-ce que tu es plus surpris que de la performance de Diaz, plus impressionné par la performance de Nate Diaz après 3 ans d'absence ou déçu par celle de Pettis qui... Puis je pense que c'est Jean-Paul Chartrand en a parlé en ouverture d'émission samedi. Avec Pettis peut être extrêmement spectaculaire, d'où son surnom, mais il connaît sa part de soirées plus difficiles au bureau. Il n'est pas très constant. Est-ce que c'est une soirée comme ça? Est-ce qu'il aurait pu plus en faire, selon toi? Ou... Il a été blessé aussi, hein?
Ah, mais tous ceux qui ont battu Nate Diaz ont resté dans leur plan de match. Diaz est il faut dire, là, c'est un frein stratège. Là. Il va tellement te pousser à bout, te mettre de la pression puis te frapper en volume qu'il va te forcer à se battre comme lui, il veut que tu te battes. Puis c'est exactement ça qui est arrivé avec Pettis. Pettis, là, son jeu, c'était les kicks, elle ramassait des jambes, déplacement, restait à distance, in and out, pas embarqué dans une guerre, OK, je suis en avant de toi, puis on échange coup pour coup. Ça n'a jamais été son style, ça, Pettis. Mais à cause de la pression et du volume de coups lancés de Diaz, il fait ça souvent de ses adversaires, puis ses adversaires oublient tout, puis là, décident d'y aller coup pour coup. Parce que Diaz a de l'air d'un gars très faible. Je veux dire, ça a l'air d'un skinny fat. Là. L'expression skinny fat, c'est exactement ça. Mais le gars, il a un menton d'acier, il prend des shots, il continue à avancer, frappe en volume. Il frappe pas super fort, mais il frappe à la bonne place. Il a une bonne technique, ouais, c'est ça, il très a précis. une excellente boxe pour les arts martiaux mixtes. Puis il force ses adversaires à se battre comme lui il veut. Puis il y a C'est du cardio jusqu'à ce qu'il demain travaille. matin, fait qu'il pourrait se battre. Exact. Donc, il va pas ralentir, même si c'était en fin de troisième Non. ronde ou au cinquième ronde dans le cas de combat de championnat. Donc, très impressionnant de la part de Nate Diaz. Tout porte à croire que ça va être Jorge Masvidal. Les deux gangsters, le West Coast gangster contre le East Coast gangster. C'est vendeur. C'est très, très, très vendeur. Hâte de voir ça. Les deux semblaient d'accord. Dana White semblait d'accord. Donc, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Et puis, peut-être que McGregor va décider de revenir dans le portrait. Mais on va reparler de McGregor un petit peu plus tard, là, Ouais, si on a c'est le ça. temps, parce que... Ben, lui, il attend le 7 septembre. Qu'est-ce qui va se passer à Abu Dhabi? Ouais, là? j'avoue, ouais. OK, Bon point. L'autre gros combat de l'UFC 241, Paulo Costa contre Yoel Romero. Combat très serré, hein? Paulo Costa qui l'a emporté par décision unanime. Controversé, ouais. C'est pas un vol en plein jour, Non. mais ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Romero semblait être convaincu d'avoir gagné, mais ça a été tout un combat. Les deux Pas gars croire. c'est 15 minutes, ça a été 15 minutes sans arrêt, là. Exactement. Et c'est pas. Moi, ce qui m'a le plus impressionné là-dedans, c'est que les deux aient du jus jusqu'à la fin. Ouais. Hey, on s'entend, là. Tu me demandes pourquoi je l'ai descendu à 170? Ben, regarde ces deux-là. Ça a pas de 185 livres. Ça a pas de C'est des sens. gorilles, là. Ça a Tu sais, pas je veux de dire, sens. puis. Je veux dire, c'est pas raciste ce que je veux dire là, mais c'est des gorilles, c'est des gars qui sont gros, sont forts, ils te prennent, puis je veux dire, ils te lancent, là. Ils sont forts, ils ont une bonne technique, ils frappent solide. Écoute, ça a été le premier round, ça a été un des meilleurs rounds qu'on a eu cette année. Là. Les deux se sont clippés, Ouais. on est revenu. Après ça, on se frappe, les deux sont dans. Ils restent un en face de l'autre. Ça a été un des meilleurs combats de l'année en général. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un combat dans des poids moyens aussi excitant que ça. Ouais. Sérieusement. Puis, écoute, les poids moyens, c'est rendu comme ça. Avant, là, v'là 10 ans, c'était les mi-lourds qui étaient énormes pour les catégories de poids, qui coupaient beaucoup de poids. Aujourd'hui, c'est les poids moyens. Les poids moyens sont gigantesques. C'est incroyable. Quand je regarde ça, je regardais là, je ne peux pas croire que ces deux gars-là, c'est des poids Ça n'a moyens. pas de sens. Ça n'a pas de sens. Paulo Costa, sauf erreur, pesait 213. 213 livres, c'est ça. Quelque chose comme 13 livres de moins que Stipe Miocic. Là, Ouais, il avait Stipe pris Miocic, 14% de son poids. 213, et c'est ça, la veille, il était à 186 livres, Paulo Ouais. Costa. Donc, ouais, lui, comme tu dis, c'est un monstre. Que les deux gars aient réussi que le menton ait tenu des deux côtés, parce que les deux côtés, on s'est touché. On s'est ébranlé. On s'est ébranlé. Je veux avoir ton opinion sur, au premier round, justement, quand Romero est un petit peu ébranlé, on le voit. Là, il réussit à se relever, puis là, il pointe Ouais. vers la droite pour détourner l'attention de Costa. Costa regarde qu'est-ce que l'autre pointe. Bang, il se fait. Écoute, Lui, il dit que c'était pas fair play, que c'était un peu jaune, là, comme on dit dans le monde du sport. mais c'est légal. C'est légal, ça. Whatever, que ça soit jaune ou pas, c'est légal. Tu sais, Romero, là, puis il en a donné là, dans ce combat-là. C'est 15 minutes de pur délice. Là. Il y a eu ce moment-là où il a essayé de pointer, d'attirer, diversion. de faire diversion, exactement. Et puis, il y a aussi un coup de genou dans la coquille qui était limite. Tu sais, puis là, tu as droit à 5 minutes, mais lui, Romero, il va prendre le 5 minutes au grand complet. Ouais. Là, tu le vois, il est plus ébranlé, là, mais il fait juste reprendre son souffle. Non, mais encore une fois, c'est le légal. règlement. Mais c'est Puis, rare que les gars tu sais, prennent 5 minutes, mais Romero, lui, il va le prendre. Que tu l'envoies clean, sa coquille, ou tu l'accroches, C'est ça. c'est un coup illégal pareil. Donc, le 5 minutes reste à 5 minutes. C'est un droit que les combattants ont. Bon, c'est rare que quelqu'un va le prendre au complet,
Mais tu as le droit. Si ça te tente de le prendre 5 minutes, c'est dans ton droit de le prendre. Fait que lui, il était fatigué, il a pris 5 minutes. Il n'a pas triché. Donc, Paulo Costa, qui lui aussi a fait un bond de géant au classement chez les poids moyens, il veut affronter Israël Adesanya. Et là parlant de corps qui sont complètement différents, Adesanya, c'en est un qui est vraiment pas gros. Là. Plus élancé. Plus élancé. Ouais. Ça serait un choc des styles complètement différent. Est-ce qu'un gars comme Adesanya peut... techniquement, il est extrêmement talentueux, mais physiquement parlant, là, est-ce qu'il peut supporter les frappes d'un gars comme Paulo Costa si les deux finissaient par s'affronter? Écoute, dans sa carrière de K1, il en a affronté des gros bonhommes. Là, puis il a tout le temps été capable de tirer son épingle du jeu et de gagner. Ce qui reste que Adesanya, quand il a reçu ce challenge-là, il est allé sur Twitter puis il a fait un petit emoji de gorille avec des bananes à côté là, en voulant dire que c'était un juice stop. Écoute, tout le monde a des doutes. Ouais. Mais peu importe. Tant qu'ils ne se font pas prendre, tant qu'ils ne se font pas tester positif, ils sont clean. Fait, si ça arrive, ça va arriver. S'ils sont, tôt ou tard, ils vont se faire pogner. Veux pas. C'est sûr que tu regardes ces deux-là, tu regardes Costa, tu te dis, maudit, j'aimerais ça voir le père, j'aimerais ça voir sa génétique, là, parce que c'est assez impressionnant, sérieusement. C'est quelque chose. Mais, écoute, c'est comme John Hendricks. John Hendricks, quand USCDA est arrivé, c'était un combattant qui était complètement changé, devenu pourri. Mais c'est déjà fait de pogner? Non. On ne sait jamais. On ne peut pas dire qu'il était là. Il faut lui donner le bénéfice du doute jusqu'à preuve du contraire. Donc, en tout cas, si ça arrive, ça va être intéressant. Costa poursuit sa route vers un combat de championnat. On sait qu'au mois d'octobre, en Australie, le champion Robert Whittaker va affronter Adesanya, qui est le champion toujours intérimaire. invaincu, hein? Costa? Ouais. Ouais, exact. Donc, mais physique impressionnant. On l'a senti qu'il a manqué de gaz un petit peu. C'était la première fois qu'il allait au 3e round. Ouais. Mais ça, c'est de l'expérience incroyable qu'il est allé chercher. C'est tellement habitué de finir ça d'un one-shot. Il est allé 3 rounds, une guerre de 3 rounds. C'est sûr que ça va être bénéfique pour lui. Oui, c'est sûr, exactement. Donc, à suivre son parcours. Si vous le connaissez pas, c'est tout un phénomène physique. Ouais. Et il poursuit sa route vers le sommet de la division. Durant l'été, on est absent depuis le 2 juillet, pardon. Donc, on a pris vraiment une pause de 6 semaines. Durant notre pause, 2 Québécois se sont battus. En fait, il y a eu un gala de l'UFC du côté d'Edmonton au Canada. Ouais. Et on n'a pas eu la chance, toi et moi, de se reparler de ce qui s'est passé avec Olivier Aubin-Mercier et Marc-André Barriot, qui étaient tous les deux en action. On va prendre un petit 5 minutes pour en discuter parce que personnellement, moi, en tant que fan, je trouve ça inquiétant un petit peu de voir que les combattants québécois ne connaissent pas de succès. Les deux ont subi de la défaite. Marc-André, c'était sa 2e défaite de suite à l'UFC. Et Olivier Aubin-Mercier, c'était sa 3e défaite de suite à l'UFC. Lui qui était sur une belle séquence auparavant, avait fait son entrée dans le top 15 et là, s'est déraillé complètement tout ça. Peut-être, en général, là, sans parler d'un ou de l'autre, est-ce que tu trouves ça inquiétant, toi, en tant que fan, de voir que les arts martiaux mixtes chez nous, c'est où on est présentement? Là? 100%. Écoute, c'est sûr et certain que on veut de la relève, on veut que les arts martiaux mixtes canadiens et québécois continuent à avoir une belle vitrine sur la scène internationale dans l'UFC. Ça, c'est sûr et certain. Il y a toujours une façon de perdre. Toujours une façon. Tu peux perdre de manière spectaculaire, puis le monde va s'en rappeler, puis ils ne se rappelleront pas du résultat, ils vont se rappeler de la performance. Le problème avec les 2 défaites de nos 2 Québécois, c'était que c'était des performances ordinaires. Ça a été, et je lance pas la roche à personne, c'est pas une question de jalousie, c'est pas une question que je veux parler contre les Québécois, mais je dirais la même chose si c'était un Américain ou un Japonais. Là. Ça a été des performances ordinaires, ça a été des performances qui ont passé inaperçues et surtout, ça a été des performances que la foule a huées. Ça, c'est des choses que tu veux pas dans une carrière. Et si on parle d'Olivier Aubin-Mercier, on ne sait pas encore ce qui se passe avec lui, son avenir. Son contrat est à échéance. Son contrat est à échéance. Il a fini son contrat sur 3 défaites de suite. J'espère que son gérant il a un bac en négociation parce que ça va être difficile en maudit de retourner à l'UFC, mais il n'y a pas encore de nouvelles là-dessus. Donc, on lui souhaite. Écoute, j'en ai parlé souvent d'Olivier Aubin-Mercier. Il en a parlé dans son podcast aussi. Il n'était pas d'accord avec moi. Il trouve que peut-être que je m'acharne un peu trop sur le fait qu'il s'est dénaturé à travers les années. Peut-être c'est moi qui est dans le champ. Peut-être c'est moi qui n'ai pas rapport.
Sauf que il est quand même 3 défaites de suite. Puis là, il dit le combat était quand même assez serré. Oui, il affrontait une vedette en devenir, il affrontait un bon prospect, mais dans son podcast à lui, il a dit c'est drôle parce que j'ai perdu. Ce combat-là était serré, j'ai perdu ce combat-là parce que j'ai tenté un amené au sol, puis je me suis fait renverser. Là, il dit Pat, il dit que je me suis dénaturé et j'utilise pas assez ma lutte. Oui, mais avant, il grindait, il était tout le temps dessus, puis il essayait, il s'acharnait. On dirait, là, il hésite. Il n'y a pas de mauvaise boxe, mais il a changé. Et depuis qu'il a changé, ben, il perd. T'sais, je veux dire, les faits sont là, puis tu regardes les combats, puis c'est comme ça. Puis je sais qu'il y en a beaucoup, puis ça, on n'a pas parlé, puis on dirait qu'on a peur de parler de ça, mais la réalité, c'est ça. C'est que depuis qu'il est rendu de Canadian Gangster, il y en a qui trouvent qu'il s'occupe un peu trop de son marketing, qui est en train d'un peu de tomber, à cause justement qu'il ne gagne plus. Mais je pense pas que c'est ça le problème. Je veux dire, je pense que c'est juste un concours de circonstances. À un moment donné, le sacré la paix avec son Canadian Gangster, là, il fait son podcast, ça va super bien. C'est un personnage qu'il a voulu aller chercher pour monter sa popularité, monter son branding. Puis c'est bien correct comme ça. À un moment donné, c'est pas parce qu'il s'appelle le Canadien Gangster qui est devenu mauvais. Là, non. Puis ça fait partie de sa puis ça fait partie de sa personnalité aussi. On parlait de Nate Diaz qui, lui, n'a pas de personnage, mais est un personnage en soi, Olivier. Pour lui parler souvent, puis le connaître, tu sais, il est drôle. Il est drôle. Il a une personnalité. Exact. Il a sa propre personnalité, puis il se dénature pas non plus. Le Canadian Gangster, c'est pas il se dénature pas en le faisant. Il la joue un petit peu plus c'est haut, ça, c'est juste un petit peu plus grosse que le client c'est arrivé en même temps. Mais c'est un gars de rôle, puis il joue là-dessus, puis c'est ça sa personnalité. Donc je pense pas non plus que c'est ça le problème. Pour ceux qui ont je pense pas qu'il manque d'entraînement pour travailler sur son Canadien Gangster. On s'entend, là. Ben non, zéro. Fait que sacré de patience avec ça. Là. Puis à la place de le critiquer, ben encourageons-le à reprendre le dessus et à repartir sa victoire. On est facile à critiquer ici. J'ai trouvé ça décevant. Effectivement, il affrontait Arman Tsarukyan, qui est un bon espoir de la division des poids légers. Il nous le disait, il nous l'avait dit ici au podcast, il l'a dit plusieurs fois en entrevue. Il dit, je pense que c'est le meilleur combattant, le combattant le plus complet que j'ai affronté à l'UFC, même s'il en était seulement à son 2e combat. Il a seulement 22 ans, très peu d'expérience. Mais tu vois que le kid, Tsarukyan, est un très bon athlète et un très bon combattant. Mais oui. Donc, il faut donner le crédit aussi à Tsarukyan. J'ai pas vraiment aimé que... Une fois au sol, où c'est vrai que le combat est allé au sol, j'ai trouvé que Olivier avait manqué de combativité au sol. Tu sais, au 3e round, là, quand tu perds, c'est soit 1-1 ou 0-2. Ouais. Puis là, tu es sur ton dos, puis là, tout ce qu'il a essayé, c'est des coups de coude, tu sais, qui pas très puissants. Il n'a pas essayé de renverser la situation. Je trouve pas qu'il était désespéré assez pour aller renverser la situation. Je comprends ce que tu veux dire. Il a passé le 3e round sur son dos, ou en tout cas une bonne partie. Là. Je comprends ce que tu veux dire. Pour avoir été déjà là, des fois, ça va juste trop vite. Des fois, t'essayes, oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, non, c'est pas une critique que je te dis, mais je veux dire, de l'extérieur, j'ai vu exactement la même chose. Mm-hmm. Mais il peut se passer plein d'affaires qu'on ne voit pas de l'extérieur. Peut-être qu'il sentait qu'il était sa position était trop solide à l'autre pour tenter d'ouvrir la garde. Peut-être que ça ne tentait pas. Il sentait qu'il était peut-être un petit peu en arrière, puis s'il ouvrait les jambes, ben, l'autre allait passer la garde. Tu le files le moment à un moment donné. Lui, il ne le filait pas. Il est resté sur le dos, puis malheureusement, ben, il a subi la défaite à cause de ça, parce qu'il a passé le 3e round sur le dos. Mais écoute, je pense pas que dans sa tête, il voulait passer toute la ronde sur son dos. Je pense pas que c'était ça le plan. Je suis pas mal sûr. Mais écoute, c'est vrai, c'est dommage. 3 défaites de suite, puis on va voir avec le futur. Puis pour Marc-André Barriault, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire de son jeu d'ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau mental aussi pour se défaire de cette séquence de 2 défaites-là. Un premier combat qui a fait une bonne performance quand même face à Sanchez, qui était un adversaire qui était prenable, mais il s'est fait battre par des qualités supérieures athlétiques et sportives de son adversaire. Ouais. Contre Jotko, pas ça qui est arrivé. Jotko, il a donné le combat exactement qu'il voulait et on a senti que il hésitait. Il allait one shot deal. Il essayait de finir ça en une shot. Travaillait dans le clinch, mais ça ne marchait pas.
à la fin, au 3e round, Judd Cole, on sentait qu'il était mûr. Là. Il était mûr pour se faire passer de knock-out. Les mains basses, il reculait, il était plus capable. Puis je pense que Marc-André a commencé à manquer de jus aussi au 3e round. Chose qu'on n'a pas vu souvent. Il était pesant sur ses jambes. On dirait qu'il n'a jamais été capable d'embarquer sa 2e vitesse. Puis ça a été ça le problème de ce combat-là. Il nous a habitués à tellement d'autres choses dans l'organisation TKO, mais en même temps, le calibre n'était pas pareil. Non. Marc-André, comment je le vois, moi, c'est un gars qui n'a pas la meilleure. Il n'a pas les meilleures techniques, mais il a un cœur incroyable, il a un courage incroyable, puis il n'a pas peur d'aller se mettre le nez dans le trafic. Et je pense que pour que lui soit capable de toucher la cible, parce qu'il n'a pas la meilleure technique de boxe, c'est pas un gars qui va jabber beaucoup puis qui va être capable de travailler en précision. Il faut qu'il travaille en volume, mais il faut qu'il fasse du dirty boxing. Il faut qu'il s'approche, puis il faut qu'il se mette le nez dans le trafic. Il faut qu'il accepte de manger des coups pour pouvoir en donner, Marc-André, selon moi. Sauf que quand ça ne marche pas, il faut que tu sois capable de changer de stratégie, mais justement, de switcher assez. Puis dans Jocko, ça ne marchait pas, ça, puis il s'est acharné là-dessus. Mais j'ai même pas trouvé que... Tu dis qu'il a été hésitant. Moi aussi, je l'ai trouvé hésitant. J'ai pas trouvé qu'il s'est mis en danger assez pour être capable d'aller. T'as raison, il restait loin. Il restait loin, il travaillait pas en combinaison, comme tu dis, alors que faut que tu fonces, tu essaies de lancer des coups, tu essaies de l'amener contre la cage. Puis c'est dans le clinch qui est bon aussi, Marc-André. Donc en combat rapproché, il est excellent. Oui, sauf que là, ça marchait pas. Il a réussi quand même 2 amenés au sol. Il n'a pas été capable de garder Jotko à terre. Mais ça a été un combat qui a été long. La foule a hué aussi. Ouais. Très inégal aussi. Ça, c'est des choses que tu veux pas. Mais c'est juste qu'à la fin, on sentait tellement que Jotko était là, était prêt à se faire coucher. Puis il n'a jamais été capable de prendre l'opportunité de le faire. Il était fatigué aussi. On sentait que les jambes étaient pesantes aussi. Donc, encore une fois, lui, on lui souhaite le meilleur, mais la pression d'aller chercher, je sais, je passais par là, j'ai perdu mes 4 premiers combats au UFC. Là. La pression d'aller chercher la première victoire à l'UFC, quand tu commences avec une séquence de défaites, ça commence à être pesant. Quand j'ai eu ma première victoire à l'UFC, qu'est-ce qui est arrivé? Je l'ai gagné 5, je suis allé au combat de championnat du monde. Ça a été un relief incroyable. Mais il faut aller la chercher, cette première victoire-là. C'est peut-être la plus dure à aller chercher, en fait, c'est ça. En fait, pour conclure sur Marc-André, parce que là, on vient de dire que Costa et Romero, c'était des monstres à 185 livres. Je veux dire, Marc-André Barriault, tu les mets à côté d'eux, il a l'air d'un nain. Là. Je veux dire... Moi, vous savez mon opinion là-dessus, je l'ai dit souvent, j'y ai dit à lui aussi. Moi, je pense qu'il devrait faire des sacrifices comme que j'ai fait. Puis je veux pas qu'il suive, je veux pas qu'il me prenne comme exemple. Là. Mais je veux dire, je pense qu'il serait mieux à 170 qu'à 185. 185, c'est des gros bonhommes qui sont agiles, maintenant de plus en plus agiles, on le voit, là, avec des gros bonhommes de sorte. C'est sûr que c'est des freaks of nature, là, tu vas avoir de Romero, puis ils sont pas tous comme ça. Oui, sauf que tu regardes des gars comme Whiteman, tu regardes des gars comme Jacare Souza, c'est un autre niveau physique, tu comprends? Moi, je pense qu'il y aurait plus de succès à 170 livres. Mais là, c'est à lui à faire son choix. Si lui il se sent confortable à 185 livres, good for him. Mais il faut vouloir qu'il travaille sur d'autres choses pour pouvoir aller percer le classement de l'UFC, parce que là, ça marche pas. Là. À 170 livres, peut-être que sa puissance pourrait avoir un plus gros impact qu'à 185 livres. Il a été reconnu pour sa puissance. Il n'a pas encore réussi à aller chercher un premier KO dans l'UFC, donc alors qu'il en a eu plusieurs lorsqu'il était à TKO et autres organisations. Donc, à 170 livres, ça peut être une habitude à considérer. Ouais, puis tu sais, la force de frappe, là, c'est pas une question de poids, là. C'est une question de technique. Là. Moi, là, j'ai gagné 185 livres. Là, j'ai knocké mon dernier gars, c'était Drew McFedries. La dernière fois, j'avais knocké quelqu'un. Et là, j'ai plus knocké personne jusqu'à temps que je descende à 170. Bang! 2 knockouts de suite. C'est des opportunités, mais c'est pas une question de poids. C'est une question de technique puis d'être capable de te placer à la bonne place. Pat, en rafale, été 2019 dans les arts martiaux mixtes. Là, on n'aura pas le temps de faire tous les combats, bien évidemment. Peut-être même pas tous les événements, parce que comme on vous le dit, il y en a eu 9 au cours des 9 dernières semaines. Dernière fois qu'on s'est parlé, c'était le 2 juillet. Donc, depuis ce temps-là, il y a eu l'UFC 239. John Jones contre Thiago Santos, entre autres. Le pire combat de John Jones depuis un certain temps. Et le meilleur. Et Santos, ça a surpris plus qu'un. Il était un des rares qui n'a pas eu peur de John Jones. Oui, puis s'est défoncé les genoux au premier round en plus, puis il a réussi à garder. Puis Jones, ça a été pénible.
On parle de lui comme étant le meilleur de tous les temps. C'est vrai, c'est un excellent combattant. Mais il joue safe. Il a tellement joué safe dans ce combat. Un combat vraiment décevant. Et après ce combat-là, je regardais Jean-Paul, je regardais le monde autour. Je dis, sérieux, ça là, on va dire que cette performance-là, c'est digne d'un combattant qui est le meilleur de l'histoire. No way. Jamais, jamais, jamais. Mais il a gagné. Il a gagné. Et on peut pas, une décision partagée cette fois-là, par contre. Et on peut pas, comme on disait, on peut pas avoir toujours des journées parfaites au bureau. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'était une journée. Oui, c'est sûr que mon opinion est un peu. Ouais, T'es un peu biaisé, là, j'aime pas beaucoup de gens. C'est pas ton combattant préféré, exact. Bon, il y a eu Amanda Nunes qui a défendu son titre des 135 livres contre Holly Holm. Un superbe coup de pied à la tête. Et Nunes a vraiment cimenté son statut. Elle était déjà la plus grande combattante féminine de l'histoire. Elle a cimenté ce statut-là. Et on a eu droit au KO le plus rapide dans l'histoire de l'UFC. Ça, c'était quelque chose. Et ça a été quoi ta réaction quand le Masvidal contre Ben Askren, le coup de genou au départ? Ben, je veux dire... Comment ça marche, je vais vous dire, là, c'est que la régie, nous, quand on le fait, voit les images 5 ou 6 secondes avant nous. OK. Mais ils ne nous le disent pas, parce qu'eux autres, il faut qu'il y ait une marge d'erreur s'il arrive de quoi pour mettre une image comme ça. Fait que c'est souvent, là, quand que je réponds au monde à hashtag UFC RDS ou ben non, je suis en train de prendre un note, j'entends tout le temps François dire dans mes oreilles, heads up. Là, je sais qu'il va arriver quelque chose. Mais là, je savais pas. Le combat commence. Fait qu'il a dit, heads up, là, je suis de même. OK. Puis là, je vois que ça arrive. Ben, une chance qu'il me l'a dit. C'est arrivé à 5 secondes. Je l'aurais manqué. Des fois, tu regardes pas. C'est non, quand le combat commence. C'est sûr, je suis en train de finir des notes ou pour parler pendant le combat. Mais écoute, ça a été incroyable. Surtout, qu'est-ce qui est le plus incroyable? C'est qu'on l'a vu après une vidéo qui est sortie, que le matin même et la veille, il pratiquait exactement ça. Ça, là, ça, c'est money. Ça, c'est incroyable. Ouais, c'est parfait. François, c'est François Lemay en passant, le réalisateur des galas de l'UFC. Ouais. Ben, c'est ça. Il connaissait son adversaire. Il savait que Ben Askren allait tenter probablement l'amener au sol en partant. Ben, c'est sûr. Il y a un s'est debout de penché à la pauvre. tête. On le revoit encore, c'est le KO. Ça a fait le tour du monde. Là. C'était quelque chose. Bon, une semaine plus tard, il y a eu le 13 juillet. Ça se passait le 6 juillet du côté de Vegas, à Sacramento. Le 13 juillet, Germaine de Randamie qui a passé un autre KO super rapide, 16 secondes contre Aspen Ladd. Ça lui permet de Randamie d'avoir une chance au titre des 135 livres contre Amanda Nunes. Ça va se passer. Une revanche, la deuxième fois. Nunes avait déjà battu de Randamie en 2013, ça fait un certain temps. Mais ça va se passer au mois de décembre Comment prochain. je te dirais bien ça? Ça va se faire encore. Ouais, probablement. Après moi, ça va être encore pire. Là. Nunes a pris vraiment un gap. Ah ouais, mais ce que je veux plus parler, c'est Raya Faber qui a fait son retour lors de ce gala-là. 40 ans, je pense. Hein? Exact. Et un KO, ça va être son premier en 25 ans ou à peu près. Là. Non, ça faisait un bout. Puis, tu sais, Ricky Simon, là, c'est pas le dernier venu non plus. Là. Solide, prospect. Et il s'est fait ébranler, Faber, dans ce combat-là. En début de combat, il s'est fait ébranler. Puis après ça, il est revenu. Faber qui est revenu chez lui, en plus, à Sacramento. Donc, ça, c'était écœurant. C'était vraiment cool. Puis là, c'est sûr, il a lancé des challenges à Cejudo. Henry Cejudo, c'est vrai. Cejudo qui est en train de l'échapper un peu là, avec son histoire de champion intergenre. Il voudrait se battre contre Shevchenko. Il a dit qu'il voulait se battre contre Valentina Shevchenko. On n'en parlera pas, on ne donnera pas d'attention à ce il est en train de l'échapper bien raide. Lui, là, il est devenu il est perdu. Mais en tout cas, whatever. Du côté de Faber, je suis d'accord. Un des meilleurs vendeurs de l'action de l'UFC, un des meilleurs combattants qui a existé, un des meilleurs combattants qui a jamais été champion de l'UFC. Ouais. En 6 tentatives. Oui, exact. Et un de ceux qui a mis... sauf erreur, là, c'est un des premiers qui a vraiment amené le concept d'équipe à un autre niveau avec son Team Alpha Male. Avant, il y avait des gyms, il y avait des équipes. On s'entraînait au même gymnase. Mais là, lui, c'est vraiment... Il a pris un sport individuel, puis il en a fait un sport d'équipe, et son équipe se tient les coudes, se serre les coudes. On va voir les combats des autres, on s'encourage, on fait des parties d'équipe avant les combats. C'est une famille, exact. Il a amené la famille là-dedans. Donc, c'est ça, un combattant qu'on n'avait pas vu depuis 3 ans? Presque. Donc, retour réussi de Raya Faber cet été. La semaine suivante, le 20 juillet, ça se passait à San Antonio. Leon Edwards, qui s'est fait un nom. Qui s'est fait un nom. Je comprends, c'est ça. En fait, il s'est fait un classement. Il était 12e, il a battu
Rafael Dos Anjos qui était 4e, et là, Leon Edwards est rendu dans le top 5 des 170 livres. Personne Mais- parle de lui. Exact, c'est ça. Et Ah, c'est tellement pas un combattant. Il est bon, mais il est pas spectaculaire. Hey, s'il y en a bien que tu veux pas être présentement, là, puis t'es classé, c'est bien Edwards. Puis il essaye de trash-talker en plus. Ah, puis il il fait son, essaye. il fait Il son essaye. possible, mais ça marche juste pas. Tu sais, quand Diaz parlait de Masvidal, puis là, tu sais, on oublie tout le temps de parler d'Edwards. Personne parle d'Edwards, personne connaît Edwards. Ben du monde qui ne savent même pas qu'il se bat au UFC. Il est Ouais. rendu dans le top 5. Sérieusement, ce gars-là, je pense qu'il est sur une séquence de 8 ou 9 victoires de suite. Une des séquences les plus longues chez les 170 livres. Je vais aller voir sa séquence. Qui est Leon Edwards? Ouais. Et sérieusement, personne ne parle de lui, personne ne le connaît. Les fans ardus savent c'est qui. Mais il n'est jamais dans les discussions de combats importants. Jamais. Ben là, tu sais, je veux dire, comme je te dis, il est rendu dans le top 5 officiellement. Peut-être qu'éventuellement, tu sais, s'il continue à gagner, je veux dire, on n'aura pas le choix à un moment donné de lui donner sa chance. Ah, mais il continue à gagner. Il est rendu à 8, là. 8 victoires de suite. 8 de Et puis suite, sa puis défaite ils viennent contre- de battre l'ancien champion du monde des 155 livres. Ouais. Puis on n'en parle-tu? On n'en parle pas. On n'en parle pas. Kamaru Usman devrait se battre contre. Il va se battre contre. Covington Covington. d'ici la fin de l'année. La fin de l'année. Donc, bref, Leon Edwards, si vous ne savez pas c'est qui, il a battu Rafael Dos Anjos le 20 normal. juillet. C'est un gars du Royaume-Uni, c'est un Anglais. C'est ça. 8 victoires de suite chez les 170 livres. Pas de façon spectaculaire, mais il gagne beaucoup de décisions. Puis ça a été ça contre Dos Anjos. Il a dominé. Là. Il était bon avec des bons coups de coude. Il a mis de la pression. Il a dominé ce combat-là. Une décision facile. UFC 240, on a parlé des Québécois qui sont battus à l'UFC 240. En finale, c'était Max Holloway contre Frankie Edgar. C'était la 15e victoire de suite de Holloway à 145 livres. On sait qu'il y a eu sa défaite il y a quelques mois contre Dustin Poirier à 155 livres. Mais à 145 livres, c'est sa 15e victoire de suite. Puis lui non plus, c'était pas sa meilleure journée au bureau. Il en a fait assez pour gagner, mais il a gagné facilement. Mais il n'a pas été... Je veux dire, c'était pas de calibre de ses 2 combats contre Aldo, puis c'était pas de calibre contre son combat contre Ortega où il a été... C'est une clinique, là. Mon opinion. Écoute, ton opinion est aussi bonne que la mienne. On t'a dit bien franchement, mais quand tu es capable de, entre guillemets, je veux pas dire humilier, ben c'est quasiment ça, de jouer avec Edgar de la sorte, là, c'est parce que tu es en contrôle de la situation, puis pas à peu près. Puis là, ben là, ça va être sûrement Volkanovski qui va avoir un combat de championnat du monde contre. Mais ça va ressembler un peu à Edgar. Tu sais, Volkanovski est dans la même grandeur, est un peu même chose que Edgar, mais avec beaucoup moins de talent en arts martiaux mix. C'est un bon lutteur, mais pas comme Edgar. C'est un bon cogneur, mais peut-être plus d'explosion, plus fort physiquement. Mais il faudra qu'il soit capable d'attraper Holloway. Moi, Holloway à 145. Je me demande bien qui va être capable de le pogner. L'histoire de ce combat-là, en fait, c'est Holloway, on connaît ses qualités de boxeur. Là, son combat debout est vraiment incroyable, impeccable. Un autre gars qui travaille en volume puis que les autres combattants ont beaucoup de difficultés à solutionner. Et Edgar, qui est un des très bons lutteurs, c'était un peu un choc des styles. Et le style d'Holloway a vraiment eu dessus. Parce que 1 en 15... Edgar sur ses tentatives d'amener au sol. La force d'Holloway, c'est le contrôle de distance. Ouais. Il est tout le temps à sa distance à lui. Il est très bon pour travailler avec sa portée, puis c'est tout le temps comme ça qu'il est capable de mettre du volume puis d'éclater le visage de ses adversaires. En fait, peut-être que c'est parce que je suis d'accord avec toi, il a dominé ce combat-là. C'est juste que il y a eu des performances d'Holloway qui m'ont tenu sur le bout de mon siège tout le long, là, puis où je regardais qu'est-ce qu'il faisait, puis je trouvais ça vraiment incroyable. Peut-être que je me suis habitué. Je m'attends toujours à ça, puis là, je trouvais il domine, mais c'est normal, il fait ce qu'il a à faire. Tu sais, Edgar, c'est juste fait passer qu'une une fois dans sa vie. Ouais, c'est ça. Ouais, exact, en plus, c'est ça. Fait que, donc, une autre belle performance d'Holloway à 145 livres, puis la fin, je pense, des 145 livres féminins là, avec Chris Cyborg qui a gagné, mais qui, par la suite, a été libéré de l'UFC. Ouais, puis l'histoire de ce combat-là, c'est vraiment Spencer. Elle s'est fait beaucoup plus de fans. Ouais, et là, tout le monde est là, Spencer, quelle performance! Pas de bonne performance. Elle a gaulé toutes les shots. On s'entend, elle a montré qu'elle était durable, qu'elle était tough, qu'elle avait un bon menton, mais elle s'est fait démonter du début à la fin. On s'entend, là. Oui, elle est allée chercher beaucoup plus de visibilité à cause de ça, parce que Cyborg n'a pas été capable de la finir. Mais
son jeu à elle, c'est d'amener le combat au sol. Puis on a vu dans ce combat-là, beaucoup de travail à faire sur la lutte pour amener le jeu vraiment dans son monde à elle. Ouais. Je veux t'entendre en finissant notre tour d'horizon de l'été sur Covington contre Lawler. On a parlé on vient d'en glisser un petit mot. Là. Colby Covington, il y a 2 semaines, qui a complètement dominé Robbie Lawler, un de tes combattants préférés. Et Covington, je pense pas qu'il fait partie de tes préférés, mais il faut quand même lui donner le crédit qu'il a dominé un gars dangereux dans toutes les facettes du jeu. Là. Et ça a été... J'ai regardé ce combat-là avec tellement de tristesse, pour vrai. J'ai regardé Lawler, là, je disais, qu'est-ce que tu fais? Il avait peur d'échanger, il se faisait taguer, il se faisait toucher. Puis, une chance que Covington n'est pas puissant, là. Parce qu'il l'aurait couché, puis peut-être au 2e puis au 3e round, là, sérieusement, il se faisait tellement toucher. Puis à un moment donné, je pensais que Lawler s'était cassé 2 mains. Il lançait plus rien. Tout ce qu'il faisait, il se protégeait, puis il faisait ça, il lançait rien. Je disais, qu'est-ce que tu fais, let's go? T'es rendu au 5e, swing comme tu fais d'habitude, comme t'es tellement explosif, t'es tellement spectaculaire. Rien. Puis en même temps, écoute, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, Covington, ben, il livre la marchandise, il fait ce qu'il a à faire, il gagne, puis il fait parler de lui. Puis lui, il s'en fout pas mal de se faire haïr par le monde. Je pense qu'il aime bien ça. Donc là, c'est sûr. Après ça, ça a été un peu cheesy. Qu'est-ce qui s'est passé? Là? Après, il est monté en haut face à Ousmane. Puis là, sur le desk, on a enlevé nos chandails. Puis, take it easy, guys. Okay, à un moment donné, il y a une limite à vouloir faire le show. C'était un peu malaisant, tout ça. Mais il reste qu'ils sont supposés de se battre avant la fin de l'année. C'est ça que Dana White a dit. Covington, 7e victoire de suite contre Robbie Lawler. Donc, un autre qui est sur une excellente séquence à ce niveau-là. Ouais. Il nous reste 5 minutes, Pat. On va parler de Conor McGregor parce que je ne sais pas si vous avez vu. TMZ a dévoilé des images. Il a encore trouvé le moyen de se mettre dans l'eau chaude. Vous vous rappelez de l'histoire où il avait brisé le téléphone d'un gars qui essayait de le prendre en photo. Et là, cette fois-ci, il a essayé d'aller payer des shooters de whisky, Proper 12, son propre whisky, à des clients dans un bar à Dublin. Il y a un monsieur... Il n'en voulait pas de whisky. Non, mais il voulait pas de son whisky, qu'est-ce que je te dis? Il est pas bon. T'as-tu réussi à y goûter finalement? Goûté, il est rendu au Canada, en passant. On fait pas de pub, là, mais... Non, mais tu sais... Mais... Et là, après 2 refus du monsieur, qui est une personne âgée, en tout cas, qui semble être une personne... Sur la vidéo, il a l'air d'une personne âgée. Sur les écrits, il paraît que c'est quelqu'un dans la mi-quarantaine. OK. T'as l'air plus vieux. Il boit trop. Qui Il dirait, y avait les cheveux gris. Oui, c'est ça. Mais... Sucker Punch de Conor McGregor. Là, on ne sait pas s'il va y avoir s'il va y avoir des problèmes avec la justice à ce niveau-là, là, mais quel... Cave. c'est ça. Ben oui. C'est exactement ça. À un moment donné... Penses-tu que ça peut nuire à ses chances de revenir à l'UFC? Non. Zéro. Ça peut même améliorer ses chances. Ouais. C'est plate, mais c'est ça. Ouais. Fait parler de lui. Puis même Dana White, on lui a posé la question. Il dit, est-ce que ça peut contraindre son retour à l'UFC? Jamais dans 100 ans. Il dit, sa vie personnelle, sa vie professionnelle, c'est 2 choses. Je suis pas d'accord. C'est un combattant qui représente quand même la compagnie. Donc, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire, mais il reste que c'est un gars qui ramène beaucoup d'argent dans les coms de la compagnie aussi. Donc, à un moment donné, il ne faut pas être aveugle non plus pour savoir c'est quoi le deal entre les deux. Là. Puis peu importe ce qu'il va faire à l'extérieur. La journée où il va décider d'effectuer un retour à la compétition, on va lui donner un adversaire, c'est sûr. Puis tout le monde va regarder. Puis tout le monde va regarder, c'est ça, en plus. Donc, mais un autre petit problème de Conor McGregor, là, il y a cette histoire-là à Miami avec un partisan, une autre histoire avec un partisan dans un bar. Donc, il y a des petits problèmes de anger management, j'ai l'impression, notre ami Conor. Ouais, peut-être de consommation aussi, là, mais... C'est possible. Donc, dossier à suivre. Merci beaucoup, Pat. C'est tout le temps qu'on avait. Malheureusement, on aurait pu en jaser encore longtemps. Ouais. L'UFC qui prend une pause cette semaine. Après ça, on s'en va en Chine. Pour le championnat des poids paille féminins. Donc, on ne le fait pas non plus. On le fait pas. OK, on le fait pas à RDS. Donc, on a 2 semaines de congé jusqu'à temps d'arriver à l'UFC 242 à Abu Dhabi. Qui va être en après-midi. Donc, l'événement se termine à 5 h, heure d'ici. Donc, ça va commencer autour de 10 h le matin. Donc, excellent. Donc, championnat des poids paille dans 2 semaines. Championnat des poids légers, Dustin Poirier contre Habib Nurmagomedov dans 3 semaines également. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur plusieurs plateformes. RDS.ca/balado-diffusion. L'application RDS également. L'application iHeartRadio. Vous
pouvez downloader ça sur vos téléphones. N'importe quelle application de balado-diffusion également. iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker. On est partout et on est également sur YouTube. Et la semaine prochaine, on va parler de mon combat de boxe face à Hugo Girard. C'est vrai, Parce faut en parler. que c'est pas que je veux parler du combat de boxe comme tel, mais je veux parler pourquoi qu'on fait ça. On fait ça pour ramasser des fonds pour un organisme qui est méconnu, mais qui est super important, le défi Altergo. Donc, on va être capable d'en parler un petit peu plus la semaine prochaine. Je te trouve courageux. Je te Écoute, trouve comme courageux. j'ai dit, si je manque la cible, là, il y a un méchant problème. Oui, effectivement. Mais lui, avec la grosseur de ses mains, s'il en manque aussi, il y a un problème aussi. On en parle la semaine prochaine, effectivement. Merci beaucoup, mon ami. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là la semaine prochaine. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup, tout le monde au Québec! Fight!